N'hésitez pas, puisqu'on n'est pas très nombreux, si vous avez des questions à le poser. Sinon, à la fin, vous aurez bien sûr une latitude pour poser toutes les questions que vous désirez. Et donc, on va pouvoir vivre en direct l'expérience de l'adaptive learning. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Claire Bernago, je dirige Ingenium Digital Learning. Et je vais vous présenter une étude de cas sur un projet qu'on vient de finaliser au sein d'un consortium normand, dans lequel je vais vous présenter les différents partenaires et la dimension adaptive learning de ce projet-là. Rapidement, Ingenium, on existe depuis 2003, donc on fête nos 20 ans cette année. On a une équipe de 24 collaborateurs et on intervient à la fois dans le monde de l'éducation, mais également auprès des entreprises, sur nos 3 activités principales qui sont l'ingénierie pédagogique et la création de contenu multimédia. Toute la partie Moodle, donc on est certifié Moodle Partner, et le projet que je vais vous présenter se base sur des technologies open source, Moodle, et le Learning Record Store Trax, qui est également open source. Et puis on a également toute une branche de notre activité sur la formation et l'accompagnement de nos clients. Alors, le projet dont je vais vous parler s'appelle le Hub Cimeror. Donc, c'est un projet qui est porté à l'origine par le CHU de Caen. Je suis peut-être trop près. Là, vous m'entendez toujours bien? Et là, c'est mieux? Ça siffle un peu, excusez-moi. Donc, c'est porté par le CHU de Caen, le centre de Rouen, pardon, le centre Henri Becquerel, et puis l'INSA de Rouen, Keveo, qui est une société qui développe des environnements de formation en 2D en réalité virtuelle, et Ingenium Digital Learning que je représente aujourd'hui. Donc, je vais vous expliquer après la contribution de chacun des acteurs. Donc, le besoin, d'où vient ce projet-là, comment on l'a développé, et puis je vais vous montrer le résultat en images. Voilà. Donc, le besoin, il a germé dès 2020, pardon. L'objectif, c'était de former les personnels de santé, les aides-soignants, les aides-soignantes, les infirmières, les manipulateurs, radio, etc., afin d'améliorer la qualité des soins et la sécurité des soins. Donc, un premier projet est né avec la création d'environnements de chambre des erreurs, donc des jeux en 2D, assez classiques, où on va aller identifier des erreurs, etc. Sauf que on était vraiment là dans un jeu, et l'objectif, c'était d'en faire un véritable dispositif pédagogique. Donc à ce moment-là, le CHU s'est rapproché de nous et nous a demandé si on allait pouvoir à la fois travailler sur quelque chose de plus immersif. Donc là, la société Keveo, vous verrez, a décidé de proposer les jeux et en 2D et en réalité virtuelle. Et nous sommes intervenus sur la dimension connexion des jeux à une plateforme Moodle. Mais pour aller plus loin, on a eu un financement sur un programme de R&D pour pouvoir vraiment apporter une dimension adaptive learning à cette formation. Et je vous expliquerai en quoi cette formation s'adapte à chaque partie, aux résultats et au score des différents participants, des différents apprenants. Le troisième intervenant, c'est l'INSA de Rouen. L'objectif, c'est d'ajouter un agent conversationnel à la fois dans les environnements 2D et réalité virtuelle pour être dans quelque chose d'encore plus immersif. Alors, à ce stade, le projet est lancé sans l'agent conversationnel. On a quelque chose qui fonctionne techniquement, mais qui ne nous satisfait pas vraiment en termes de résultats. Et puis, on a ChatGPT qui vient d'apparaître et qui vient de sortir un peu partout, et on voit la différence quand même beaucoup. Donc, on est en train d'améliorer vraiment, l'INSA est en train d'améliorer l'agent conversationnel qui a été prévu sur ce projet-là. Voilà. Alors, le projet vraiment, c'est quoi? On a développé pour l'instant 5 environnements différents, en 2D et en réalité virtuelle. Donc les environnements, vous avez la chambre du patient, le domicile du patient, la salle de l'essence, l'EHPAD et la salle de radiologie. Le principe, dans chaque environnement, on a une trentaine d'erreurs qui sont proposées. Donc les erreurs sont taguées, donc ça peut être, j'ai mis des exemples, du soin, de l'hygiène, de l'identitovigilance, des erreurs médicamenteuses, etc., en fonction des environnements. Et à chaque partie, on doit aller trouver les 7 erreurs qui se sont glissées dans la partie. Donc ça, c'est la mécanique globale du projet. La place de Moodle du LRS Trax dans ce projet,
Moodle, c'est la porte d'entrée. C'est pour ça qu'on l'a appelé Hub. Donc, les personnes qui vont se former vont avoir un compte sur Moodle, vont se connecter à Moodle, je vous montrerai tout à l'heure, et ils vont être inscrits aux différents jeux, aux différentes formations. Moodle va aussi héberger les débriefings individuels. Donc, vous verrez qu'à la fin de chaque partie, on quitte le jeu, on revient automatiquement sur Moodle et on a un débriefing personnalisé des erreurs que l'on a faites, etc. Le Learning Record Store, donc Trax, va aller chercher dans le jeu le type d'erreur que l'on a fait et va renvoyer à Moodle les informations à la fois pour préparer le débrief, mais également pour reproposer un nouveau set d'erreurs qui tient compte des erreurs que l'on a fait. Donc à la première partie, on a un jeu de 7 erreurs qui est envoyé de manière aléatoire. Les parties suivantes, on peut rejouer autant de fois que l'on veut. Si on se trompe systématiquement en identito-vigilance, on va remettre des erreurs en identito-vigilance. Si au bout d'un moment, toutes les erreurs qui étaient sur l'identito-vigilance, on ne se trompe pas, on va plutôt essayer d'axer sur d'autres erreurs. Donc, et puis après, on a utilisé le protocole LTI pour connecter Moodle aux différents environnements de jeu, ce qui permet d'avoir un passage transparent complètement pour l'apprenant de la plateforme Moodle au jeu. Il ne se rend pas compte qu'il n'est plus dans la plateforme Moodle. Voilà. Alors, le patient textuel, c'est comme ça qu'on l'avait imaginé. Comme je vous expliquais, je ne vais pas m'attarder trop longtemps parce que pour l'instant, il n'est pas encore complètement finalisé. Mais l'idée, c'était vraiment que dans la partie, on puisse aussi interroger le patient. Donc là, on va avoir plein d'informations, vous verrez sur ces pathologies, etc. Si on forme une infirmière dans la chambre du patient, par exemple, mais ce serait intéressant qu'on puisse aussi poser directement la question au patient et qu'il puisse nous répondre. Donc ce sera certainement une V2. Alors, je vous propose de faire comme si on jouait complètement une partie pour voir un petit peu les différentes étapes et que vous puissiez vous rendre compte. Donc là, je suis sur la page d'accueil de la plateforme Moodle. Je vais me connecter avec mes identifiants. J'arrive sur mon tableau de bord, sur mon interface. Dans cette interface, je suis inscrit à 3 parcours. Je vois aussi que j'ai un bouton catalogue. Donc je peux aller consulter le catalogue. Et dans le catalogue, j'ai à la fois mes différents environnements disponibles en 2D, mais je peux les voir également en réalité virtuelle. Voilà. Donc vous voyez que ce sont les mêmes, on a les mêmes intitulés, mais cette fois-ci, on est vraiment dans quelque chose d'immersif. Donc quand on se forme en réalité virtuelle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le casque, et à partir du casque, le premier réflexe, ça va être de se connecter à la plateforme pour vraiment être identifié et bénéficier de tout le parcours que je vais vous montrer là, avec le débriefing personnalisé aussi. Donc l'environnement virtuel, il est aussi intégré dans ce dispositif. Alors, si je reviens sur mon interface, là j'ai cliqué sur la chambre patient et je suis maintenant dans ce qu'on appelle un cours dans le vocabulaire Moodle, si certains connaissent. Donc là je suis dans mon cours dédié à l'environnement chambre patient web et je vais cliquer sur la ligne pour entrer dans la chambre des erreurs. Vous voyez que sur le côté j'ai un bloc avec débrief et rapport, donc j'irai après puisque c'est là où je vais trouver ensuite tous les éléments une fois que j'aurai fini ma partie. Donc là je rentre dans l'environnement 2D. Donc, dans cet environnement, je vais pouvoir accéder aux règles du jeu. Donc là, j'ai une fenêtre qui s'ouvre, qui me présente les règles du jeu, etc. Je vais pouvoir aussi cliquer sur plein écran. Et là, je suis dans ma chambre patient en 2D au format plein écran. Donc après, je vais pouvoir zoomer à l'intérieur pour grossir les différentes choses. Et le principe du jeu des 7 erreurs, tout le monde connaît. Je vais cliquer à différents endroits. Donc, là, si je clique par exemple sur le bac à aiguille en bas, j'ai une fenêtre qui s'ouvre et il me demande est-ce que je vois une erreur ou pas. Donc là, je réponds oui, non ou je ne sais pas. Je peux aller chercher de l'information complémentaire, vous verrez tout à l'heure dans la salle, avant de répondre. Donc là, je vais dire oui, par exemple. Donc je reviens sur l'environnement, je vais aller cliquer là sur la petite cupule là. Est-ce que je vois une erreur ? Donc là, on ne voit pas bien, mais je suis censée avoir un cachet dans ma capture d'écran. J'ai pris quand il n'y avait pas le cachet, comme c'était aléatoire, je suis désolée, mais on va dire qu'il y a des cachets dedans. Donc je vais dire oui, je vois une erreur. Et là, il va me poser des questions. Donc pour approfondir un petit peu. Donc pourquoi vous voyez une erreur ? Est-ce que c'est parce que le médicament n'est pas identifiable ? Est-ce que c'est dans le cas où le médicament ne se présente pas en conditionnement unitaire, il est possible de surétiqueter, de surconditionner, etc. Donc, je vais répondre, je peux prendre les 3 propositions, les 3 peuvent être bonnes, mais en tout cas, il faut que je puisse répondre à ça.
Voilà, donc là, on va valider. Là, j'ai cliqué aussi sur le dossier. Je ne sais pas si vous avez vu, l'infirmière, elle avait un dossier sous le bras. Et là, j'ai les prescriptions. Donc, si je clique sur la prescription, il va me dire, est-ce que je vois une erreur à cette prescription-là? Donc, je peux, par exemple, là, dire « je ne sais pas ». Pour l'instant, je n'ai pas d'informations pour répondre. Donc, je peux sortir et je peux aller voir les antécédents du patient. Donc, je vais aller dans l'ordinateur là-bas. Et puis là, je vais cliquer sur les antécédents du patient, je vais cliquer sur la planification de la prescription. Donc si je clique sur la planification de la prescription, par exemple, je regarde tout ce qui est prévu, tout ce qui est planifié, et puis je peux cliquer sur des cases qui me paraissent peut-être pas pertinentes ou dangereuses, enfin peu importe. Donc là, moi, je vais cliquer sur la case amoxicilline, et là, il va me dire, voilà, est-ce que c'est correct ou pas? Je peux également retourner dans le dossier, dans les antécédents. Je vais lire toute la partie antécédents, etc. Puis je vais revenir après pour répondre. Donc, ce n'est pas uniquement du « je clique », voilà. Il y a une vraie démarche derrière où, comme doit faire, là, en l'occurrence, une infirmière, si elle veut être sûre que la prescription est bonne, ou je ne sais pas, il faut qu'elle regarde tous ces éléments-là. Donc tout ça, c'est la partie qui a vraiment été apportée par les experts du CHU et du centre Henri Becquerel à Rouen. Voilà, donc je vais encore cliquer à différents endroits. Donc là, par exemple, sur la poche, est-ce que je vois une erreur? Sur la sonnette, est-ce qu'il y a une erreur ou pas? Donc là, ça peut être plus des erreurs de positionnement. Et une fois que j'ai fini, j'arrive à cette erreur, il va me proposer de revenir sur la plateforme. Donc, je clique, j'arrive sur la plateforme et maintenant je vais aller au niveau de mes rapports. Et là, je vais avoir un rapport personnalisé qui va être généré suite à cette partie-là. Donc, si je clique sur le débrief, ma partie est terminée. Voilà mon score. Alors, on a un petit point d'interrogation au début, petit point d'exclamation, pardon, au début qui va permettre de comprendre ce débrief parce qu'on a des codes couleurs, mais ce n'est pas toujours très explicite. Donc, lorsque j'ai une étoile verte, ça veut dire que à la fois j'ai trouvé une véritable erreur, j'ai dit que c'était une erreur, et j'ai répondu bon aussi aux questions qui étaient juste derrière. Quand j'ai une étoile orange, j'ai détecté l'erreur, mais je me suis trompée dans les réponses que j'ai apportées aux 2-3 propositions qui étaient faites. Et puis après, soit j'ai cliqué sur des choses en disant c'est une erreur, mais ça n'était pas des erreurs, c'était correct, soit je n'ai pas trouvé l'erreur. Donc, ce sont toutes les cases qui sont après. Donc, finalement, il y a 4 cas de figure quand on est dans un jeu des 7 erreurs. Donc, ça me donne un score aussi. Donc, mon score, là, j'ai un score de 12%. Je n'ai pas été très performante dans ma partie. Il est calculé en multipliant le nombre d'erreurs trouvées par le score obtenu au quiz. Voilà. Bon. Alors, après, quand je rentre dans le débrief, on va reprendre tous les objets sur lesquels j'ai cliqué et on va m'apporter cette fois-ci un débriefing vraiment formatif avec des éléments en plus. Pourquoi c'était une erreur ou pourquoi c'était pas une erreur, etc. Et c'est là où je vais avoir un contenu pédagogique complémentaire lors de mon débriefing. Donc là, on m'explique des choses, je continue, c'était sur 2 pages. À la fin, on me demande, je peux donner mon avis, si je trouve que cette erreur, c'était pas très pertinent, je sais pas quoi. Ça, c'est important, c'est plus pour nous après, pour faire évoluer le jeu. Si on a beaucoup de pouces en bas, c'est que c'était pas évident en tout cas et que les joueurs l'ont pas compris comme on voulait. On peut mettre des commentaires. Et puis comme ça, on va continuer sur toutes les erreurs à l'intérieur du jeu. Donc là, par exemple, on avait correctement détecté l'erreur. Voilà, donc je retrouve la même page. Là, j'avais pas détecté cette erreur. Par exemple, les pieds du lit n'étaient pas fixés, donc le lit peut bouger, enfin, ce genre de choses. Je ne vous passe pas tout parce que vous avez ça sur toutes les erreurs, de la partie uniquement. Et puis, dernière chose, j'ai un rapport qui va me permettre de mesurer ma progression puisque je peux jouer 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ce rapport, il est accessible aussi pour les tuteurs, donc ça permet de voir combien de fois la personne a joué, ça permet de voir si elle a augmenté son score, ça permet d'avoir des indications sur le type d'erreur sur lequel elle s'est trompée assez souvent. Donc là, j'ai un rapport qui n'est pas en lien avec la partie que j'ai fait, donc, puisque j'en ai fait plein en démonstration. Donc les chiffres ne sont pas forcément probants sur cette partie-là, mais globalement, j'ai mon score de la dernière tentative, les erreurs qui ont été trouvées, le score obtenu au quiz, le temps de jeu sur la dernière tentative, et puis la progression par rapport à la tentative précédente. Et après, je vais retrouver
En fonction, je vous disais, les erreurs, elles sont taguées. En fonction du catégorie d'erreur, je vais retrouver les taux de réussite sur ces différentes catégories d'erreurs. Voilà. Donc, j'ai fini ma démonstration. C'est un projet qu'on vient de finaliser et qu'on va commencer à présenter vraiment. Donc, c'est la première vraie présentation qu'on fait de ce projet-là. Derrière ce projet-là, vous voyez qu'il y a une mécanique d'adaptive learning qui peut aussi être adaptée à d'autres environnements. Pour l'instant, là, on a un projet fini, connecté à des environnements 2D, VR dans le monde du médical. Mais on a déjà discuté avec des gens qui travaillent sur une filière autre que le médical, qui sont intéressés pour utiliser cette mécanique d'adaptive learning pour connecter à des jeux en VR, en 2D, dans des domaines complètement différents. Donc voilà le jeu tel quel, qui va évoluer aussi en termes de nombre d'environnements, parce que notre objectif, c'est d'en faire quelque chose sur étagère. Et puis voilà aussi le projet de R&D qui, lui, peut s'adapter à d'autres projets. Voilà ce que je voulais vous présenter. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. C'est gentil. Merci. Une question ici. Bonjour et bonjour. Bravo d'abord pour avoir réalisé Je vais partager ce travail. Les autres membres. Et la question est, pour donner tous ces débriefs qui sont vraiment personnalisés, avez-vous constitué une base de données des erreurs types et les réponses types? Alors, en fait, effectivement, il y a 30 erreurs. C'est personnalisé dans le sens où on va prendre les erreurs qu'il a commises et qu'après, on va pouvoir lui reproposer d'autres erreurs en tenant compte de ce qu'il a prévu. Par contre, le débriefing sur chaque erreur, il est fixe. C'est-à-dire qu'on va lui dire « vous avez trouvé, vous n'avez pas trouvé », etc. Mais les éléments de contenu qu'on lui apporte, ça c'est fixe. Le bac, comme je vous ai montré, là, on explique que ce bac-là, il doit servir à telle chose. Je ne sais pas, je n'ai pas trop pris le temps de lire le vrai débrief. Ça c'est fixe. Ça, ce texte-là, il ne s'adapte pas. Donc il y a 30 erreurs par environnement, il y a 5 environnements pour l'instant. Et sur chaque erreur, on a un contenu pédagogique finalement qu'on veut relier à l'erreur. Voilà. Très bien, une autre question. Peut-être sur les parcours, est-ce que finalement le parcours est écrit, l'apprenant le suit et en fonction de ça, il s'auto-évalue? Est-ce que finalement on peut s'apercevoir qu'il a besoin d'autres compléments et de lui pousser des contenus supplémentaires? Alors, c'est pour ça qu'on a aussi les rapports. Peut-être que ça m'a coupé le micro. Ah non. C'est pour ça aussi qu'on a des rapports qui sont partagés avec les tuteurs et qu'on a tagué le type d'erreur. Parce que le tuteur, après, il peut voir que la personne, elle a joué 3-4 fois, mais que tout ce qui concerne, je ne sais pas moi, l'erreur médicamenteuse, l'identitovigilance, le soin, systématiquement, elle a des difficultés. Et l'objectif, c'est qu'après, il puisse lui proposer, pourquoi pas, des contenus supplémentaires, autre chose. Tout est ouvert. Voilà. Donc, c'est fait pour être joué avec des tuteurs qui sont là aussi, à côté, derrière, et qui vont intégrer ça dans un parcours de formation. Notamment, on a présenté ça dans les IFSI, les écoles d'infirmières, dans des formations pour les aides-soignants aussi, on a des environnements spécifiques. C'est pour que ça s'intègre dans le cadre de la formation. Voilà. Et finalement, le taux d'acceptabilité, est-ce qu'ils sont contents de ce processus? Alors, on a fait des tests, mais à petite échelle, et je ne veux pas encore vous dire. Donc, tous les gens auprès de qui on a présenté, donc des formateurs notamment, et on a fait des tests au sein du CHU de Rouen et du centre Henri Becquerel. Oui, les taux étaient très bons, et notamment sur les premiers jeux qui avaient été développés, mais sans être connectés à l'environnement. Et c'est pour ça qu'on a donné une autre ampleur au projet. L'année prochaine, je viendrai vous dire, avec tous les gens qu'on aura derrière, ce que ça donne et comment on l'a fait évoluer. Bravo, merci beaucoup. Eh bien, on l'applaudit parce que c'était vraiment intéressant. Écoutez, merci.